La supraconduction, c'est quoi? C'est que si vous refroidissez certains alliages conducteurs, au lieu de chauffer quand vous mettez des quantités énormes de courant dedans, comme font les câbles de DDF sur les lignes à haute tension, pour ça qu'on met des gros câbles, là, même un tout petit fil, vous pouvez mettre des millions de watts, et même des centaines de millions de watts dedans, comme les électrons ne sont pas freinés par les atomes, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement ordonnés, si vous prenez votre fil de cuivre et que vous le refroidissez près du zéro absolu, le zéro absolu c'est moins 272 degrés centigrades, c'est très froid. Ça veut dire c'est une température où les atomes ne bougent plus. Ils sont immobiles. Au lieu de vibrer, ils vibrent plus. Ils se tiennent à carreau, quoi. Ils sont en garde à vous, si vous voulez. Et alors, donc pour chaque métal ou alliage, vous avez une température toujours très froide, à partir de laquelle les atomes ne bougent plus et se calment. Et à cette température-là, eh bien, vos électrons, ils heurtent plus rien, puisque les atomes ne bougent pas, et ils passent entre, tout droit. Voilà. En gros, c'est ça, la supraconduction. Et donc, vous pouvez mettre autant de courant que vous voulez, ça chauffe pas. C'est-à-dire que votre fil ne va pas fondre. Et même si votre fil a la taille d'un cheveu humain, diamètre d'un cheveu, eh ben, vous pouvez mettre 1000 fois plus de courant que dans une ligne à haute tension EDF. Oui. Et ça passe, sans perte. Sans chauffer, sans rien. C'est ça, la supraconduction. Oui. Supra, au-dessus de la conduction ordinaire. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, réfléchissez. Imaginez les électrons comme des grains d'électricité, en mouvement, très rapide. S'ils ne sont plus freinés, ça veut dire que si vous mettez un fil en cercle, un fil supraconducteur, vous le fermez comme une boucle. Vous injectez des électrons dedans, bah, ils tournent éternellement tant qu'il y a des supraconducteurs, puisqu'ils n'ont pas freiné. Ils n'ont pas de raison de s'arrêter. C'est comme un manège où rien n'arrête l'engin. Voyez, bon. Par contre, avec un conducteur, comme ils sont freinés, au bout de quelques millionièmes de seconde, eh ben, c'est fini, il n'y en a plus. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous faites une grande bobine de fil supraconducteur, refroidi, donc à moins 269 degrés, dans cette bobine, vous pourrez stocker plusieurs jours. C'est pas éternel, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui seraient trop compliqués à vous expliquer, qui font que vous finirez quand même par perdre du courant. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais vous pourrez garder pendant plusieurs jours des milliards de watts. Par exemple, 4 jours de consommation électrique de Paris, vous pouvez le garder plusieurs jours dans une bobine qui fait 1 mètre de diamètre. Et attention, là, je parle des bobines supraconductrices des années 80. Parce que maintenant, en 2004, on dispose de nouveaux fils qui ne sont plus des métaux ou des céramiques classiques, c'est ce qu'on utilisait avant pour les supraconducteurs, qui sont ce qu'on appelle des nanotubes de carbone. Ça, c'est le summum de la technologie humaine. Les nanotubes de carbone, ça veut dire qu'on construit atome par atome un petit tube à l'échelle du milliardième de mètre. Et alors, il y a un laboratoire de Bordeaux, c'est pas les Américains qui ont trouvé la solution, c'est les Français, il faut le dire avec fierté. Il y a un laboratoire de Bordeaux qui a réussi à mettre au point une technique de fabrication de ces nanotubes carbone de la longueur qu'on veut. Parce que les Américains faisaient des nanotubes depuis plusieurs années, mais c'était des petits nanotubes qui faisaient quelques centièmes de millimètre de long, voyez, et puis quelques milliardièmes de mètre de diamètre. Alors on avait des tas de petites fibres qu'on pouvait mélanger, ça donnait déjà des matériaux très intéressants, très solides. Pour donner un ordre d'idée, on peut atteindre 400 fois la résistance de l'acier. Vous voyez, on est vraiment dans des choses futuristes. Et alors qu'ils vont révolutionner toute notre vie pratique, tout, dans les 20 ans qui viennent. Et alors, mais le problème, c'est que c'était quand même du vrac, c'était de la fibre en vrac très courte. Et une équipe du CNRS de Bordeaux a fait vraiment une technique absolument géniale. Je vous l'expliquerai pas parce que c'est des techniques de fabrication en phase gazeuse. Enfin, c'est très très compliqué au niveau de la physique des matériaux. Il faudrait vraiment un cours d'université pour expliquer comment ça se fait parce que là, vraiment, je peux pas simplifier l'explication. Mais enfin, sachez simplement que par des techniques très très sophistiquées, à haute température, avec des gaz à haute température que l'on contrôle en charge électrique, ils ont réussi à mettre au point une technique où on peut mettre ces fils bout à bout et faire un fil, une bobine. Et alors, bien sûr, vous vous doutez bien que l'US Air Force et probablement tous les autres labos militaires américains se sont rués sur cette technique française et ont commencé à faire des bobinages supraconducteurs à fibre carbone, en nanotubes carbone, qui ont l'avantage extraordinaire, de pouvoir travailler à des températures beaucoup moins froides que les métaux dont on a parlé. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont maintenant des fibres carbone qui travaillent déjà à moins 90 degrés. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh bien, ça va être une révolution. Pourquoi? Parce qu'à moins 90 degrés, vous n'avez plus besoin de ces gaz rares et très chers comme l'hélium liquide, voyez, qu'il faut mettre dans des thermos très compliqués, comme le thermos de votre café, mais en beaucoup plus compliqué, pour garder sa température de ce gaz liquide. Et vous pouvez, à moins 90 degrés, par exemple, vous pouvez utiliser finalement des gaz liquéfiés très ordinaires. Et on pourrait même imaginer, si on grimpe par exemple à moins 60 degrés, ce qui probablement est déjà fait chez les militaires, et sera probablement le cas chez les civils dans les 2-3 ans, avec ces nanotubes, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de gaz de refroidissement liquide. Vous pouvez utiliser des circuits électroniques qu'on appelle les jonctions Peltier. C'est des circuits qui, à partir de courant électrique, fabriquent du froid, mais ils ne peuvent pas fabriquer un froid trop intense.
Les meilleures jonctions Peltier peuvent descendre à moins 50, moins 60 degrés. Mais à ce moment-là, vous pouvez faire un super frigidaire pour refroidir votre bobinage et le rendre supraconducteur avec simplement des petits composants électroniques. Ce qui change le prix complètement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des trucs beaucoup plus simples. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, chers auditeurs, nous sommes en train de casser la baraque aux pétroliers. Et pourquoi? Parce que tant que les supraconducteurs étaient des objets de laboratoire dans le civil, ou des instruments militaires dans l'armée extraordinairement chers, compliqués, avec des super réservoirs à hélium liquide, etc., le genre de truc qui est absolument pas à la portée d'un civil et de monsieur tout le monde, effectivement, je comprends que les condensateurs supraconducteurs, vous savez, qui peuvent stocker l'énergie électrique d'une ville, ben on disait, oui, ils ont de la chance, eux, ils peuvent se le payer, nous, on peut pas. Par contre, avec les nanotubes carbone, comme je vous ai expliqué, qu'on va pouvoir les faire fonctionner en supraconduction à moins 90, voire moins 50 degrés. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que on va pouvoir faire ces fameux condensateurs supraconducteurs. Alors, je vous rassure, les nanotubes carbone ne sont pas aussi chers qu'on pourrait le croire. Hein. C'est-à-dire que justement, cette technique mise au moins par Bordeaux est bizarrement économique. C'est-à-dire que ce sera tout à fait abordable, ce ne sera pas plus cher qu'un circuit électronique de bonne qualité, genre microprocesseur actuel, qui n'a rien à voir en principe, mais qui est dans le même ordre de prix, si vous voulez, de fabrication. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, avec les nanotubes carbone, en plus, ils ont une capacité de stockage beaucoup plus élevée que les métaux. Ce qui était déjà fabuleux. Stocker 4 jours de consommation de Paris dans 1 mètre de diamètre, c'est impressionnant. Eh bien, de nos jours, le même condensateur pour la même capacité fera la taille d'une petite tasse de café expresso. On n'est pas encore rodé à coudre, mais presque. C'est-à-dire qu'avec des nanotubes carbone, vous pouvez stocker 4 jours de consommation électrique de Paris dans la taille d'une tasse de café. C'est la taille du bobinage. C'est-à-dire un truc de 10 cm de diamètre. C'est hallucinant, non? Et alors là, c'est pas pour vous faire planer avec les techniques militaires, parce que ça, c'est une technique civile. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite faire passer dans le civil. Parce que les labos civils, là, sont au même niveau que les militaires. Et l'intérêt, c'est que là, je vous en supplie, si vous êtes vous-même écologiste un peu engagé, ou si vous avez des amis écologistes, expliquez-leur ce que je vous explique. Parce que qu'ils ne rêvent plus avec les capteurs solaires ou les éoliennes, ça marche effectivement, mais c'est inapplicable pour les hautes énergies. On ne pourra pas alimenter même un bourg de 100 000 habitants. Il faudrait un champ d'éoliennes qui boufferait la moitié des cultures de la région. Et qui en plus serait très polluant d'ailleurs, mais polluant sous forme visuelle et sonore. Et puis tuerait les oiseaux migrateurs, vous voyez, plus sûrement que les chasseurs. Ça, on parle jamais de cet aspect des choses. Par contre, ce qui est formidable, c'est que comme maintenant nous avons ces fameux condensateurs supraconducteurs à très haute capacité, et maintenant pas trop chers, pas dangereux parce qu'on n'a plus besoin de gaz à moins 260 degrés, qui est quand même un truc assez délicat à manipuler, parce que si ça rentre en ébullition, ça fait un peu l'effet d'une grenade. Hein. Là, c'est plus le cas. Parce qu'à moins 90 degrés, les gaz de refroidissement à cette température sont pas dangereux. Et à moins 50, on peut le faire électroniquement, le refroidissement. Donc, maintenant que nous avons ça, et cette technique est mûre, je vous promets, on pourrait la mettre en service en 5 ans industriellement pour le civil. 1. Il n'y a plus aucune excuse à ne pas rendre électrique dans les 10 ans à venir la totalité des véhicules. Sans attendre les énergies qui sont tout à fait authentiques. Énergie du vide, les systèmes à surunité, les systèmes Pantone pour le carburant, tout ça marche très bien. Seulement, vous savez très bien que, sorti des expériences d'amateurs individuels qui fabriquent eux-mêmes ces systèmes, vous savez très bien que ces systèmes sont tellement révolutionnaires parce qu'ils contredisent la physique quantique et la physique relativiste, qui effectivement est fausse, mais enfin là, il serait trop long d'en parler, je ne vais pas provoquer inutilement. Donc, effectivement, ils la contredisent à juste titre, et justement à cause de ça, là, on touche au Vatican des sciences. Donc il faudra peut-être 20 ou 25 ans pour que les mentalités changent, en œuvrant dur. Même si c'est tout à fait juste, ça marche, etc. Et je suis moi-même un fervent défenseur, vous le savez, de ce genre de technique. Mais il ne faut pas rêver, il faudra au minimum 25 ans pour que des industriels acceptent de les produire en série. Ça arrivera, mais c'est long. Alors je dis, en attendant, on ne va pas laisser notre belle planète souffrir de ces cochonneries d'énergie anthropique consommable. Et je dis, là, n'écoutez pas les industriels qui vous parlent des piles à combustible, etc. Parce que les piles à combustible ne sont pas polluantes. C'est vrai. Une pile à hydrogène n'est pas polluante. Mais ce qu'ils ont oublié de vous dire, ils se gardent bien de vous le dire, c'est qu'on ne peut pas les produire en série parce qu'elles utilisent les métaux les plus rares connus dans l'univers. Et que si jamais on en produit ne serait-ce qu'1 million, on va manquer de ces métaux sur Terre. Alors comme on n'en est pas encore à avoir des Nostromo cargo interstellaires qui vont les chercher dans l'étoile voisine, ça viendra peut-être un jour, pour le moment on n'en est pas là, il n'est même pas question de faire des piles à combustible
rentable en grande série. Même si Volkswagen, Mercedes, Renault en font fonctionner en proto qui marche merveilleusement bien. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est que l'avantage avec la supraconduction, et ça, personne ne vous le dit, alors que là, on est dans la physique classique, hein, vous avez vu, c'est la physique du XVIIIe siècle. Les matériaux existent, comme je vous l'ai expliqué. Avec ça, on peut transporter des mégawatts. 500 mégawatts, c'est ce que produit une centrale nucléaire. Hein. Eh bien, imaginez que nous ayons une centrale, par exemple, hydroélectrique. Mais il se trouve que les points hydroélectriques sont peut-être, par exemple, à 3000 km de chez nous. Vous transportez, par exemple, 6 mois de consommation d'une grande ville comme Marseille, vous pouvez la transporter dans un camion de 35 tonnes avec ses bobinages supraconducteurs. Comme on transporterait du fioul dans un réservoir. C'est extraordinaire, non? Ça veut dire que, par exemple, si on veut utiliser du solaire en attendant les énergies libres et tout ça, eh ben, on fait des champs de capteurs dans le désert du Kalahari, là, où vous avez tout au plus un lézard ou un serpent tous les 3 km, donc vous n'allez pas nuire aux animaux. Au contraire, ils seront contents parce que les capteurs leur feront de l'ombre. Ça leur fera de l'humidité, ça leur donnera plus d'eau. Vous mettez, alors là, si vous voulez, vous mettez 100 km² de capteurs si ça vous amuse, et entre les capteurs, vous mettez des éoliennes géantes parce qu'il peut y avoir du vent dans ces déserts, vous voyez. Et à ce moment-là, le problème, c'était comment on transporte le courant électrique. Par des lignes à haute tension, vous perdez 90% du courant sur le trajet en 10 000 km, hein, c'est clair. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Alors vous me dites, oui, mais on pourrait faire des câbles supraconducteurs. Le problème de ces câbles supraconducteurs, c'est qu'ils peuvent être sujets à des sabotages. Vous savez que maintenant, quand même, sur le trajet, il y a toujours des gens qui aiment pas trop, c'est un peu comme les pipelines, vous voyez, ils sautent, bon. Et en plus, ce sera quand même très cher encore dans l'état actuel, tant qu'on n'aura pas des supraconducteurs à température ambiante. Pour ce genre de transport, vaut mieux attendre. Par contre, vous le chargez dans des bobines, vous avez un avion cargo qui décolle et qui amène les bobines dans le pays de votre choix. Et je vous dis, par exemple, disons 10 bobines. Alors, en carbone, cette fois-ci, de 1 mètre de diamètre, pas nos petites bobines pour 10 bobines comme ça, vous alimentez 10 villes pendant un an. Donc, on va livrer de l'électricité comme on livre du fioul. Et c'est pas polluant, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, en fait. C'est-à-dire que si ça explose, si vous voulez, l'explosion correspondra à peu près à 5 tonnes de TNT. C'est-à-dire que vous tuerez l'équipage de l'avion ou du camion, mais il faudra le transporter un peu comme on transporte un gaz explosif, par exemple. Ça se fait tous les jours, hein, on peut prendre des précautions. Et par exemple, voilà. Pour les voitures, tu parlais des véhicules. Alors pour les voitures, une petite bobine, si vous voulez, de la taille d'une tasse à café d'expresso, vous voyez, une petite tasse, ferait rouler une voiture à peu près pendant 2000 à 5000 km avec la puissance d'une grosse berline actuelle. Vous imaginez les grosses BMW, eh bien, donc vous voyez, la voiture puissante, hein, disons une voiture de 200 chevaux. Là, je parle vraiment des types qui ont de sales habitudes, qui aiment les gros trucs, hein. Moi, il me suffirait d'une petite voiture genre Smart. Hein. Alors, une grosse berline, hein, pour ceux qui ont des goûts larges, ou bien les gens qui ont besoin d'un espace parce qu'ils ont beaucoup de gosses, etc. Hein, faut aussi penser à eux. Eh bien, disons, allez, un Renault Espace, hein, gros modèle. Je fais pas de pub, hein, je dis Renault Espace parce que je connais un espace, allez, un monospace, pardon, voilà le terme. Un monospace, par exemple, avec une bobine comme ça, il va faire, disons, sans problème 2000 km, et le plein peut être fait, à condition qu'on ait des stations à haute tension, hein, qui ont elles-mêmes des gros supraconducteurs, beaucoup plus gros, vous voyez. Et on peut les décharger instantanément, une partie de l'énergie, avec ce qu'on appelle une pompe de flux, c'est un truc qui prélève par champ magnétique, par induction, une partie de l'énergie de cette bobine et la distribue. Bon. Alors, une station-service, qui elle-même a des grosses bobines supraconductrices stockant l'électricité, peut faire la recharge de votre bobine en à peu près moins d'une demi-seconde. C'est plus court qu'un plein. Hein. Ça va? Et c'est surtout moins polluant. Ben, c'est pas moins, c'est pas du tout polluant. Ben oui. Attention, parce que la pollution, là, ne viendra que du mode de production d'électricité dans une centrale. Et là, bon, même les écologistes les plus vigilants, si je puis dire, admettront que on a déjà des énergies non polluantes à haut rendement. Je pense à l'hydroélectrique, par exemple, ou à l'énergie thermique du magma terrestre, la géothermie, hein, c'est bien ça le terme. Etc. Seulement le problème, c'est que souvent ces sites sont dans des endroits désertiques qui sont loin de toutes nos cités, nos pays industriels. Alors effectivement, si on le transportait, on perdrait tout sur le trajet par câble. Par contre, avec les bobines supraconductrices, on le transporte physiquement. Et ça, je vous promets, alors là c'est le docteur en physique qui vous parle, je vous promets que même si des gens, par ignorance, parce que je vais vous dire tout de suite, les ingénieurs d'EDF, ils y connaissent que dalle dans ce domaine, hein, alors ils sont en retard de 3 générations. Hein. Alors, je peux vous dire que ces techniques sont parfaitement au point. Il n'y a pas besoin de braquer un pistolet sur les ingénieurs du complexe militaro-industriel parce que des labos civils ont de toute façon maîtrisé ces techniques en laboratoire. Alors qu'on les sorte, et simplement, si je vous parle de leurs applications militaires, c'est parce qu'elles vont un cran plus loin, et parce qu'elles sont la preuve que ces techniques fonctionnent bien au jour le jour.
C'est-à-dire qu'on est dans le pratique là.